Le dépositaire infidèle. Fable 1 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le dépositaire infidèle. Grâce aux filles de mémoire, j'ai chanté des animaux. Peut-être d'autres héros m'auraient acquis moins de gloire. Le loup, en langue des dieux, parle aux chiens dans mes ouvrages. Les bêtes, à qui mieux y font divers personnages. Les uns fous, les autres sages, de telle sorte pourtant que les fous vont l'emportant. La mesure en est plus pleine. Je mets aussi sur la scène des trompeurs, des scélérats, des tyrans et des ingrats, maintes imprudentes pécores, force sots, force flatteurs. Je pourrais y joindre encore des légions de menteurs. Tout homme ment, dit le sage. S'il n'y mettait seulement que les gens de bas étage, on pourrait aucunement souffrir ce défaut aux hommes. Mais que tous, tant que nous sommes, nous mentions, grands et petits, si quelque autre l'avait dit, je soutiendrais le contraire. Et même qui mentirait, comme Ésope et comme Homère, un vrai menteur ne serait. Le doux charme de mensonges, par leur bel art inventé, sous les habits du mensonge, nous offre la vérité. L'un et l'autre a fait un livre que je tiens digne de vivre sans fin et plus s'il se peut. Comme eux, ne ment pas qui veut. Mais mentir, comme sut faire un certain dépositaire, payé par son propre mot, est d'un méchant et d'un sot. Voici le fait. Un trafiquant de Perse, chez son voisin s'en allant en commerce, mit en dépôt un cent de fer un jour. « Mon fer, dit-il quand il fut de retour. »« Votre fer? Il n'est plus. J'ai regret de vous dire qu'un rat l'a mangé tout entier. J'en ai grondé mes gens, mais qu'y faire? Un grenier a toujours quelques trous. » Le trafiquant admire un tel prodige et feint de le croire pourtant. Au bout de quelques jours, il détourne l'enfant du perfide voisin. Puis, à souper, convie le père, qui s'excuse. Il lui dit en pleurant, « Dispensez-moi, je vous supplie. Tous plaisirs pour moi sont perdus. J'aimais un fils plus que ma vie. Je n'ai que lui. Que dis-je? Hélas, je ne l'ai plus. On me l'a dérobé. Plaignez mon infortune. » Le marchand reprit. « Hier au soir, sur la brune, un chat-huant s'en vint votre fils enlever. Vers un vieux bâtiment, je le lui vis porter. » Le père dit, « Comment voulez-vous que je croie qu'un hibou pût jamais emporter cette proie? Mon fils, en un besoin, eût pris le chat-huant. »« Je ne vous dirai point, reprit l'autre, comment. Mais enfin, je l'ai vu de mes yeux, vous dis-je. Et ne vois rien qui vous oblige d'en douter un moment, après que je dis. Faut-il que vous trouviez étrange que les chat-huants d'un pays, où le quintal de fer par un seul rat se mange, enlève un garçon qui pèse un demi-cent? » L'autre vit où tendait cette feinte aventure. Il rendit le fer au marchand, qui lui rendit sa géniture. Même dispute vint entre deux voyageurs. L'un d'eux était de ces conteurs qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope. Tout est géant chez eux. Écoutez-les. L'Europe, comme l'Afrique, aura des monstres à foison. Celui-ci se croyait l'hyperbole permise. « J'ai vu, dit-il, un chou plus grand qu'une maison. »« Et moi, dit l'autre, un pot aussi grand qu'une église. » Le premier se moquant, l'autre reprit, « Tout doux, on le fit pour cuire vos choux. » L'homme au pot fut plaisant, l'homme au fer fut habile. Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur.
Enchérir est plus court sans s'échauffer la bile. Fin de Le dépositaire infidèle. Fable première du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les deux pigeons. Fable 2 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les deux pigeons. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit, « Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux. Non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore si la saison s'avançait davantage. Attendez les zéphyrs, qui vous pressent. Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontre funeste, que faucon, que réseau. Hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper, bon gîte et le reste? Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit, « Ne pleurez point. 3 jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu conter de point en point mes aventures à mon frère. Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai, j'étais là, telle chose me vint. Vous y croirez être vous-même. » À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne. Et voilà qu'un nuage l'oblige de chercher retraite en quelques lieux. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie. Dans un champ, l'écart voit du blé répandu, voit un pigeon auprès. Cela lui donne envie. Il y vole, il est pris. Ce blé couvrait d'un lac les menteurs et traîtres appâts. Le lac était usé, si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin. Quelque plume y périt, et le pis du destin fut qu'un certain vautour, à la serre cruelle, vit notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du lac qui l'avaient attrapé, semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nues font à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une massure, crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge et sans pitié, prit sa fronde et du coup tua plus la moitié la volatile malheureuse, qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droit au logis s'en retourna. Que bien, que mal, elle arriva, sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger combien de plaisir ils payèrent leur peine. Amants, heureux amants, voulez-vous voyager? Que ce soit aux rives prochaines, soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé. Je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changé les bois, changé les lieux, honoré par le pas, éclairé par les yeux, de l'aimable et jeune bergère pour qui, sous l'office de Cythère, je servis engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments? Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète? Ah,
Si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête? Ai-je passé le temps d'aimer? Fin de Les deux pigeons. Fable 2 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le singe et le léopard. Fable 3 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le singe et le léopard. Le singe avec le léopard gagnaient de l'argent à la foire. Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait « Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir. Et si je meurs, il veut avoir un manchon de ma peau, tant elle est bigarrée, pleine de taches, marquetée, et vergetée et mouchetée. » La bigarrure plaît. Partant, chacun le vit. Mais ce fut bientôt fait. Bientôt chacun sortit. Le singe, de sa part, disait « Venez de grâce, venez, messieurs, je fais 100 tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin léopard l'a sur soi seulement. Moi, je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape en son vivant, tout fraîchement en cette ville arrive en 3 bateaux, exprès pour vous parler. Car il parle, on l'entend, il sait danser, baller, faire des tours de toutes sortes, passer en des cerceaux, et le tout pour 6 blancs. Non, messieurs, pour 1 sou. Si vous n'êtes pas contents, nous rendrons à chacun son argent à la porte. » Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants. Oh, que de grands seigneurs aux léopards semblables n'ont que l'habit pour tout talent. Fin de Le singe et le léopard. Fable 3 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le gland et la citrouille. Fable 4 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le gland et la citrouille. Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers, et l'aller parcourant, dans les citrouilles je la trouve. Un villageois, considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue, « À quoi songeait, dit-il, l'auteur de tout cela? Il a bien mal placé cette citrouille-là. Et, parbleu, je l'aurais pendue à l'un des chênes que voilà. C'eût été justement l'affaire. Tel fruit, tel arbre, pour bien faire. C'est dommage, Garot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux. Car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt, ne pend-il pas en cet endroit? Dieu s'est mépris. Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme, « On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. » Sous un chêne, aussitôt, il va prendre son somme. Un gland tombe. Le nez du dormeur en pâtit. Il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer de langage. « Oh oh, dit-il, je saigne. Et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde, et que ce gland eût été gourde? Dieu ne l'a pas voulu. Sans doute il eut raison.
j'en vois bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. Fin de Le gland et la citrouille. Fable 4 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. Fable 5 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. Certain enfant qui sentait son collège, doublement sot et doublement fripon par le jeune âge et par le privilège qu'ont les pédants de gâter la raison, chez un voisin dérobait, se dit-on, et fleurs et fruits. Ce voisin, en automne, des plus beaux dons que nous offre Pomone, avait la fleur, les autres le rebut. Chaque saison apportait son tribut, car au printemps, il jouissait encore des plus beaux dons que nous présente Flore. Un jour, dans son jardin, il vit notre écolier, qui, grimpant sans égard sur un arbre fruitier, gâtait jusqu'au bouton, douce et frêle espérance, avant-coureur des biens que promet l'abondance. Même, il ébranchait l'arbre, et fut tant à la fin que le possesseur du jardin envoya faire plainte au maître de la classe. Celui-ci vint, suivi d'un cortège d'enfants. Voilà le verger plein de gens pires que le premier. Le pédant, de sa grâce, accrut le mal en emmenant cette jeunesse mal instruite. Le tout, à ce qu'il dit, pour faire un châtiment qui pût servir d'exemple et dont toute sa suite se souvint à jamais comme d'une leçon. Là-dessus, il cita Virgile et Cicéron, avec force traits de science. Son discours dura tant que la maudite engeance eut le temps de gâter en 100 lieues le jardin. Je hais les pièces d'éloquence hors de leur place et qui n'ont point de fin. Et ne se bête au monde pire que l'écolier, si ce n'est le pédant. Le meilleur de ces deux pour voisins, à vrai dire, ne me plairait aucunement. Fin de L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. Fable 5 des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le statuaire et la statue de Jupiter. Fable 6 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le statuaire et la statue de Jupiter. Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en fit l'emplette. « Qu'en fera, dit-il, mon ciseau? Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Il sera Dieu. Même je veux qu'il ait en sa main un tonnerre. Tremblez, humains, faites des vœux. Voilà le maître de la terre. » L'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Même que l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image, qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. À la faiblesse du sculpteur, le poète autrefois n'en dut guère des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Il était enfant en ceci. Les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci qu'on ne fâche point leur poupée. Le cœur suit aisément l'esprit. De cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Ils embrassaient violemment les intérêts de leur chimère. Pygmalion devient amant de la Vénus dont il fut père. Chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités. Il est de feu pour les mensonges. Fin de Le statuaire et la statue de Jupiter. Fable 6 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.
La souris métamorphosée en fille. Fable 7 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La souris métamorphosée en fille. Une souris tomba du bec d'un chat-huant. Je ne l'eusse pas ramassé, mais un brahmin le fit, je le crois, aisément. Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée. De cette sorte de prochain, nous nous soucions peu, mais le peuple brahmin le traite en frère. Ils ont en tête que notre âme, au sortir d'un roi, entre dans un ciron ou dans telle autre bête qu'il plaît au sort. C'est là l'un des points de leur loi. Pythagore, chez eux, a puisé ce mystère. Sur un tel fondement, le brahmin crut bien faire de prier un sorcier qu'il logeât la souris dans un corps qu'elle eût eu pour hôte au temps jadis. Le sorcier en fit une fille de l'âge de 15 ans, et telle et si gentille que le fils de Priam pour elle aurait tenté plus encore qu'il ne fit pour la grecque beauté. Le brahmin fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux: « Vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. » « En ce cas, je donne, dit-elle, ma voix au plus puissant de tous. »« Soleil, s'écrie alors le brahmin à genoux, c'est toi qui seras notre gendre. »« Non, dit-il, ce nuage épais est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. »« Eh bien, dit le brahmin au nuage volant, es-tu né pour ma fille? » « Hélas, non, car le vent me chasse à son plaisir de contrée en contrée. Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée. » Le brahmin fâché s'écria: « Au vent donc, puisque vent il y a, viens dans les bras de notre belle. » Il accourait. Un mont en chemin l'arrêta. L'étuffe, passant à celui-là, il le renvoie et dit: J'aurais une querelle avec le rat, et l'offenser, ce serait être fou, lui qui peut me percer. Au mot de rat, la demoiselle ouvrit l'oreille. Il fut l'époux. Un rat? Un rat, c'est de ces coups qu'amour fait. Témoin, tel et tel. Mais ceci soit dit entre nous. On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable prouve assez bien ce point, mais, à la voir de près, quelque peu de sophisme entre parmi ses traits. Car quel époux n'est point au soleil préférable en s'y prenant ainsi? Dirais-je qu'un géant est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant. Le rat devait aussi renvoyer, pour bien faire, la belle au chat, le chat au chien, le chien au loup. Par le moyen de cet argument circulaire, Pilpé, jusqu'au soleil, eut enfin remonté. Le soleil eut joui de la jeune beauté. Revenons, s'il se peut, à la métempsychose. Le sorcier du brahmin fit sans doute une chose qui, loin de l'approuver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là-dessus contre le brahmin même. Car il faut, selon son système, que l'homme, la souris, le ver, enfin chacun aille puiser son âme en un trésor commun. Toutes sont donc de même trempe, mais, agissant diversement, selon l'organe seulement, l'une s'élève et l'autre rampe. D'où vient donc que ce corps si bien organisé ne peut obliger son hôtesse de s'unir au soleil? Un rat eut sa tendresse. Tout débattu, tout bien pesé, les âmes des souris et les âmes des belles sont très différentes entre elles. Il faut en revenir toujours à son destin, c'est-à-dire à la loi par le ciel établie. Parlez au diable, employez la magie, vous ne détournerez nul être de sa fin. Fin de La souris métamorphosée en fille. Fable 7 du livre 9e des Fables de La Fontaine.
Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le fou qui vend la sagesse. Fable numéro 8 du livre 9e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le fou qui vend la sagesse. Jamais auprès des fous ne te mets à portée. Je ne te puis donner un plus sage conseil. Il n'est enseignement pareil à celui de fuir une tête éventée. On en voit souvent dans les cours. Le prince y prend plaisir, car il donne toujours quelques traits aux fripons, aux sots, aux ridicules. Un fol allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse et les mortels crédules de courir à l'achat. Chacun fut diligent. On essuyait force grimaces, puis on avait pour son argent, avec un bon soufflet, un fil long de 2 brasses. La plupart s'en fâchaient, mais que leur servait-il? C'étaient les plus moqués. Le mieux était de rire ou de s'en aller sans dire avec son soufflet et son fil. De chercher du sens à la chose, on se fût fait siffler ainsi qu'un ignorant. La raison est-elle garant de ce que fait un fou? Le hasard est la cause de tout ce qui se passe en un cerveau blessé. Du fil et du soufflet pourtant embarrassé, un des dupes un jour alla trouver un sage, qui, sans hésiter davantage, lui dit « Ce sont ici hiéroglyphes tout purs. Les gens bien conseillés qui voudront bien faire, entre eux et les gens fous mettront, pour l'ordinaire, la longueur de ce fil. Sinon, je les tiens sûrs de quelque semblable caresse. Vous n'êtes point trompés. Ce fou vend la sagesse. » Fin de Le fou qui vend la sagesse. Fable 8 du livre 9e des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'huître et les plaideurs. Fable 9 du livre 9e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'huître et les plaideurs. Un jour, 2 pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Ils l'avalent des yeux, du doigt, ils se la montrent. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie. L'autre le pousse et dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur. L'autre le verra faire. »« Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. »« Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. »« Eh bien, vous l'avez vu, et moi, je l'ai senti. » Pendant tout ce bel incident, Perrin-Dandin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge, nos 2 messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président « Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille, sans dépens, et qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui. Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent en lui, et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. » Fin de L'huître et les plaideurs. Fable 9 du livre 9e des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le loup et le chien maigre. Fable 10 du livre 9e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le loup et le chien maigre. Autrefois, Carpillon-Fretin eut beau prêcher, il eut beau dire, on le mit dans la poêle à frire.
je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main, sous espoir de grosse aventure, est imprudence toute pure. Le pêcheur eut raison, Carpillon n'eut pas tort. Chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie. Maintenant, il faut que j'appuie ce que j'avançai lors, de quelques traits encore. Certains loups, aussi sots que le pêcheur fut sage, trouvant un chien hors du village, s'en allaient l'emporter. Le chien représenta sa maigreur. « Je ne plaise à votre seigneurie de me prendre en cet état-là. Attendez, mon maître marie sa fille unique, et vous jugez qu'étant de noces il faut, malgré moi, que j'engraisse. » Le loup le croit, le loup le laisse. Le loup, quelques jours écoulés, revient voir si son chien n'est pas meilleur à prendre. Mais le drôle était au logis. Il dit au loup par un treillis, « Ami, je vais sortir, et si tu veux attendre, le portier du logis et moi, nous serons tout à l'heure à toi. » Ce portier du logis était un chien énorme, expédiant les loups en forme. Celui-ci s'en douta. « Serviteur au portier, » dit-il, et de courir. Il était fort agile, mais il n'était pas fort habile. Ce loup ne savait pas encore bien son métier. Fin de Le loup et le chien maigre, fable 10 des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Rien de trop. Fable 11 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Rien de trop. Je ne vois point de créature se comporter modérément. Il est certain tempérament que le maître de la nature veut que l'on garde en tout. Le fait-on? Nullement. Soit en bien, soit en mal, cela n'arrive guère. Le blé, riche présent de la blonde Cérès, trop touffu bien souvent épuise les guérets. Et superfluité s'épandant d'ordinaire et poussant trop abondamment, il ôte à son fruit l'aliment. L'arbre n'en fait pas moins, tant le luxe sait plaire. Pour corriger le blé, Dieu permit aux moutons de retrancher l'excès des prodigues moissons. Tout au travers ils se jetèrent, gâtèrent tout et tout broutèrent. Tant que le ciel permit aux loups d'en croquer quelques-uns, ils les croquèrent tous. S'ils ne le firent pas, du moins, ils y tâchèrent. Puis le ciel permit aux humains de punir ces derniers. Les humains abusèrent à leur tour des ordres divins. De tous les animaux, l'homme a le plus de pente à se porter dedans l'excès. Il faudrait faire le procès aux petits comme aux grands. Il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci. Rien de trop est un point dont on parle sans cesse et qu'on n'observe point. Fin de Rien de trop. Fable 11 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le cierge. Fable numéro 12 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le cierge. C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent. Les premières, dit-on, s'en allèrent loger au mont Hymette et se gorger des trésors qu'en ces lieux les zéphyrs entretiennent. Quand on eut des palais de ces filles du ciel enlevé l'ambroisie en leur chambre enclose, ou, pour dire en français la chose, après que les ruches sans miel n'eurent plus que la cire, on fit maintes bougies, maint cierge aussi fut façonné. Un d'eux, voyant la terre en brique au feu durci vaincre l'effort des ans, il eut la même envie, et, nouvel empédocle aux flammes condamné par sa propre et pure folie, il se lança dedans.
ce fut mal raisonné. Ce cierge ne savait grain de philosophie. Tout en tout est divers. Ôtez-vous de l'esprit qu'aucun être ait été composé sur le vôtre. L'empédocle de cire au brasier se fondit. Il n'était pas plus fou que l'autre. Fin de Le Cierge, fable numéro 12 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Jupiter et le passager. Fable 13 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Jupiter et le passager. Oh, combien le péril enrichirait les dieux si nous nous souvenions des vœux qu'il nous fait faire. Mais, le péril passé, l'on ne se souvient guère de ce qu'on a promis aux cieux. On compte seulement ce qu'on doit à la terre. Jupiter, dit l'impie, est un bon créancier. Il ne se sert jamais d'huissier. Qu'est-ce donc que le tonnerre? Comment appelez-vous ces avertissements? Un passager, pendant l'orage, avait voué 100 bœufs au vainqueur des Titans. Il n'en avait pas un. Vouer 100 éléphants n'aurait pas coûté davantage. Il brûla quelques os quand il fut au rivage. Au nez de Jupiter, la fumée en monta. « Sire Jupin, dit-il, prends mon vœu, le voilà. C'est un parfum de bœuf que ta grandeur respire. La fumée est à part. Je ne te dois plus rien. » Jupiter fit semblant de rire. Mais après quelques jours, le dieu l'attrapa bien, en voyant un songe lui dire qu'un tel trésor était en un tel lieu. L'homme au vœu courut au trésor comme au feu. Il trouva des voleurs, et n'ayant dans sa bourse qu'un écu pour toute ressource, il leur promit 100 talents d'or, bien comptés, et d'un tel trésor. On l'avait enterré dedans telle bourgade. L'endroit parut suspect aux voleurs, de façon qu'à notre prometteur l'un dit « Mon camarade, tu te moques de nous. Meurs, et va chez Pluton porter tes 100 talents en don. » Fin de Jupiter et le passager. Fable 13 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chat et le renard. Fable 14 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le chat et le renard. Le chat et le renard, comme beaux petits saints, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient deux vrais tartuffes, deux archipatelins, deux francs pattes pelues, qui, des frais du voyage, croquant maintes volailles, escroquant maints fromages, s'indemnisaient à qui mieux. Le chemin étant long et partant ennuyeux, pour l'accourcir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours, sans elle, on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égousillèrent. Ayant bien disputé, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin, « Tu prétends être fort habile. En sais-tu tant que moi? J'ai 100 ruses au sac. » « Non, dit l'autre, je n'ai qu'un tour dans mon bissac, mais je soutiens qu'il en vaut 1000. Eux de recommencer la dispute à l'envie. Sur le que si, que non, tous deux étant ainsi, une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard, « Fouille en ton sac, ami, cherche en ta cervelle matoise un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. » À ces mots sur un arbre, il grimpa bel et bien. L'autre fit 100 tours inutiles, entra dans son terrier, mit 100 fois en défaut tous les confrères de Briffaut. Partout,
Il tenta des asiles, et ce fut partout sans succès. La fumée est pourvue, ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, 2 chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Fin de Le chat et le renard. Fable 14 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le mari, la femme et le voleur. Fable 15 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le mari, la femme et le voleur. Un mari fort amoureux de sa femme, bien qu'il fût jouissant, se croyait malheureux. Jamais œillade de la dame, propos flatteurs et gracieux, mots d'amitié ni doux sourires, déifiant le pauvre sire, n'avait fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri. Je le crois, c'était un mari. Il ne tint point à l'hyménée, que, content de sa destinée, il n'en remercia les dieux. Mais quoi? Si l'amour n'assaisonne les plaisirs que l'hymen nous donne, je ne vois pas qu'on en soit mieux. Notre épouse étant donc de la sorte bâtie, et n'ayant caressé son mari de sa vie, il en faisait sa plainte une nuit. Un voleur interrompit la doléance. La pauvre femme eut si grand-peur qu'elle chercha quelque assurance entre les bras de son époux. « Ami voleur, dit-il, sans toi, ce bien si doux me serait inconnu. Prends donc en récompense tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance. Prends le logis aussi. » Les voleurs ne sont pas gens honteux, ni fort délicats. Celui-ci fit sa main. J'infère de ce conte que la plus forte passion, c'est la peur. Elle fait vaincre l'aversion. Et l'amour quelquefois il la dompte. Je n'en ai pour preuve cet amant qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, l'emportant à travers la flamme. J'aime assez cet emportement. Le conte m'en a plu toujours infiniment. Il est bien d'une âme espagnole et plus grande encore que folle. Fin de Le mari, la femme et le voleur. Fable 15 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le trésor et les 2 hommes. Fable 16 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le trésor et les 2 hommes. Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressources, et logeant le diable en sa bourse, c'est-à-dire n'y logeant rien, s'imagina qu'il ferait bien de se pendre, et finir lui-même sa misère, puisqu'aussi bien sans lui la faim le viendrait faire. Genre de mort qui ne duit pas à gens peu curieux de goûter le trépas. Dans cette intention, une vieille masure fut la scène où devait se passer l'aventure. Il y porte une corde et veut avec un clou au haut d'un certain mur attacher le licou. La muraille, vieille et peu forte, s'ébranle au premier coup, tombe avec un trésor. Notre désespéré le ramasse et l'emporte, laisse là le licou, s'en retourne avec l'or sans compter. Ronde ou non, la somme plus haut cire. Tandis que le galant grands pas se retire, l'homme au trésor arrive et trouve son argent absent. « Quoi? » dit-il, « sans mourir, je perdrai cette somme? Je ne me pendrai pas, et vraiment si ferai, ou de corde je manquerai. » Le lac était tout près, il n'y manquait qu'un homme. Celui-ci se l'attache
et se pend bien et beau. Ce qui le consola peut-être fut qu'un autre eût, pour lui, fait les frais du cordeau. Aussi bien que l'argent, le licou trouva maître, l'avare rarement finit ses jours sans pleurs. Il a le moins de part au trésor qu'il en sert, thésaurisant pour les voleurs, pour ses parents ou pour la terre. Mais que dire du troc que la fortune fit? Ce sont là de ses traits. Elle s'en divertit. Plus le tour est bizarre, et plus elle est contente. Cette déesse inconstante se mit alors en l'esprit de voir un homme se pendre, et celui qui se pendit, s'y devait le moins attendre. Fin de Le trésor et les deux hommes, fable 16 des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le singe et le chat. Fable 17 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le singe et le chat. Bertrand avec Raton, l'un singe et l'autre chat, commensaux d'un logis, avaient un commun maître. D'animaux malfaisants, c'était un très bon plat. Ils n'y craignaient tous deux aucun, quel qu'il pût être. Trouvait-on quelque chose au logis de gâté? L'on ne s'en prenait point aux gens du voisinage. Bertrand dérobait tout. Raton, de son côté, était moins attentif aux souris qu'au fromage. Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripons regardaient rôtir des marrons. Les escroquer était une très bonne affaire. Nos galants y voyaient double profit à faire. Leur bien, premièrement, et puis le mal d'autrui. Bertrand dit à Raton, « Frère, il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître. Tire-moi ces marrons. Si Dieu m'avait fait naître propre à tirer marrons du feu, certes marrons verraient beau jeu. » Aussitôt fait que dit. Raton, avec sa patte d'une manière délicate, écarte un peu la cendre, et retire les doigts, puis les reporte à plusieurs fois, tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque. Et cependant Bertrand les croque. Une servante vient. « Adieu mes gens. » Raton n'était pas content, se dit-on. Ainsi ne le sont pas la plupart de ces princes qui, flattés de pareil emploi, vont s'échauder en des provinces pour le profit de quelques rois. Fin de Le singe et le chat. Fable 17 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Milan et le rossignol. Fable 18 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le Milan et le rossignol. Après que le Milan, manifeste voleur, eut répandu l'alarme en tout le voisinage et fait crier sur lui les enfants du village, un rossignol dans ses mains tomba par malheur. Le héros du printemps lui demande la vie. Aussi bien que manger en qui n'a que leçon, écoutez plutôt ma chanson, je vous raconterai Thérée et son envie. Qui? Thérée? Est-ce un mets propre pour les Milans? Non pas, c'était un roi dont les feux violents me firent ressentir leur ardeur criminelle. Je m'en vais vous en dire une chanson si belle qu'elle vous ravira. Mon chant plaît à chacun. Le Milan alors lui réplique. Vraiment, nous voici bien. Lorsque je suis à jeun, tu me viens parler de musique. J'en parle bien au roi. Quand un roi te prendra, tu peux lui conter ses merveilles. Pour un Milan, il s'en rira. Ventre affamé n'a point d'oreille. Fin de Le Milan et le rossignol. Fable 18 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.
Le berger et son troupeau. Fable 19 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le berger et son troupeau. Quoi? Toujours il me manquera quelqu'un de ce peuple imbécile. Toujours le loup m'engobera. J'aurais beau les compter. Ils étaient plus de 1000 et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin. Robin Mouton qui par la ville me suivait pour un peu de pain et qui m'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Hélas, de ma musette il entendait le son. Il me sentait venir 200 pas à la ronde. Ah, le pauvre Robin Mouton! Quand Guillot eut fini cette oraison funèbre et rendu de Robin la mémoire célèbre, il harangua tout le troupeau, les chefs, la multitude, et jusqu'au moindre agneau, les conjurant de tenir ferme. Cela seul suffirait pour écarter les loups. Foi de peuple d'honneur, ils lui promirent tous de ne bouger non plus qu'un terme. « Nous voulons, dirent-ils, étouffer le glouton qui nous a pris Robin Mouton. » Chacun en répond sur sa tête. Guillot les crut et leur fit fête. Cependant, devant qu'il fût nuit, il arriva nouvel encombre. Un loup parut. Tout le troupeau s'enfuit. Ce n'était pas un loup, ce n'en était que l'ombre. Harangués de méchants soldats, ils promettront de faire rage, mais au moindre danger, adieu tout leur courage. Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas. Fin de Le berger et son troupeau. Fable 19 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Fin du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.